Donc cette figure 8, c'est celle de la circulation des images. J'en ai pas mal parlé de transfert d'un médium à un autre. Je voudrais prendre un exemple dont j'ai pas du tout parlé, je le connais mal, mais j'aime bien en parler quand même. C'est le cirque, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une histoire du cirque. J'ai une collègue qui l'enseigne à l'université à Évry. Venez, on peut écouter en auditeur libre, savez-vous. 1768, donc voilà, on a la même période, 1800 à 1940. Cette idée avec Astley en Angleterre, un dompteur de chevaux et la longe, c'est-à-dire le fil qui tient le cheval en tournant, donne la forme de la piste, même s'il y avait déjà avant des démonstrations de foires, des spectacles, ça a toujours existé, on en trouve dans tous les pays du monde. Faire cercle aussi assez tôt. Ce qui est intéressant, c'est que Astley en Angleterre va réunir les spectacles d'écuyères, de dompteurs de chevaux. Voilà une gravure d'Horace Vernet, qui est un contemporain de Géricault, qui s'intéresse beaucoup au sujet, vous vous en doutez. Il va les associer. Alors, voilà, on peut retrouver finalement le cirque est à la fois je vais le dire exprès de façon péjorative, un sport, un domptage, un tour de force, pas un art. Regardez le livre sur de l'artification, comment un art devient un art, j'en ai un peu parlé. En même temps, accompagner les artistes, voilà, Mademoiselle Lala au cirque par Degas, les petites jongleuses du cirque Fernando de Renoir, assez tôt associer le savoir-faire de dompteur avec des numéros de saltimbanque, c'est-à-dire d'équilibre, de jonglage, de choses comme ça. Et c'est comme ça que le cirque, dans sa forme moderne, on va dire, naît. On est en 1819, hein, ce tableau-là, c'est 1879, donc c'est pas si vieux. Lautrec, en train de regarder ce cirque Fernando, justement. Donc, on a des artistes qui vont piocher, vous l'avez compris, dans l'art moderne, dans d'autres univers que celui de l'image sérieuse, de la référence classique narrative lettrée, dans le divertissement populaire. Voilà, Seurat regarde la façon dont les battleurs interpellent, et le petit monsieur sur la droite, c'est le monsieur Loyal qui vient, vous rappeler peut-être, mais son costume rouge avec des épaulettes, ça vient du domaine militaire, justement. Voilà, il y a toute une histoire dans l'histoire du cirque qui accompagne notre mouvement moderne, c'est-à-dire l'imagerie populaire, le savoir-faire technique, le sport, l'adresse, l'acrobatie, les costumes, tout ça qui va fasciner beaucoup les artistes de l'art dit sérieux, mais qui cherchent dans cet autre univers d'autres inspirations. On va le voir, la circulation des images, elle vient de là, en fait. Et puis, histoire qui va avec notre histoire, c'est-à-dire les colonies, dont j'ai parlé, mais qu'on met de côté régulièrement, puisqu'on fait souvent une histoire de l'art très séparée de l'économique. Les colonies avec la fascination pour l'Orient et pour le lointain, qui avait commencé dans notre histoire avec Delacroix, avec Monsieur Martin, dompteur de tigres, qui va être intégré au cirque. Et voilà, des photos, encore cette même histoire, hein, photographiées par Hippolyte Bayard, le cirque d'été aux Champs-Élysées. Donc on commence à fabriquer 1840, on est Courbet, hein, Manès et 1860, voilà, du cirque en dur qui permet de se retrouver. Samuel Roth avec un petit monsieur à côté, Général Tom, qui va être le grand promoteur aux États-Unis de Barnum. Roth, c'est le photographe. Et cette idée de faire par l'Amérique un énorme spectacle très, très coûteux et qui fermera aux États-Unis. Le Barnum s'est terminé il y a moins de 10 ans. Le cirque d'hiver, qui est devenu autre chose depuis, mais on construit en dur. Et vous le voyez si on regarde son architecture circulaire, mais une sorte de bloc néoclassique, en fait, avec des petites colonnades, des chevaux, des choses ornées. Voilà, cet élément d'exotisme qui vient des colonies, qui n'est pas très examiné avec distance, puisqu'encore aujourd'hui, les défenseurs des animaux souhaitent qu'on le chasse, et puis ceux qui parlent de tradition, ben voilà, la tradition, elle date donc de à peine 100 ans. Elle avait autre chose avant, elle deviendra autre chose après, on va le voir tout de suite. Voilà. Ce monde, attention, grande différence, je mets dans le même sac, et c'est souvent une erreur, donc je l'assume très bien, le monde forain et le monde du cirque, qui n'est pas la même chose, mais qui est, je les ai mis ensemble pour que ça soit plus vite dans cette circulation des images. Voilà. Le petit monsieur Lautrec qui est en train de dessiner, peindre la vie de cabaret, mais qui va se retrouver
ces mêmes illustrations peintes sur carton bois sur la devanture de baraques foraines. Marie Laurencin qui, dans cette naïveté mignonne, qui nous donnera des petites chansons populaires, peint des acrobates femmes. Tout proche de Marie Laurencin par Apollinaire, le Picasso qui peint le grand rideau de parade dans le début du XXe siècle, avec une sorte de naïveté très étonnante. D'ailleurs, parce qu'il sort du cubisme quand il fait ça, il revient à toute cette imagerie, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre, il me semble, ces clowns un peu ringards, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est, je pense, dans la capacité, ça ne va pas me faire des amis avec ceux qui aiment Picasso, Picasso, justement, a ce goût ringard et il en fait quelque chose, il le transforme par son art, en fait, de déformation, reconstruction, jeu avec la photo, les affiches, être capable de faire lui-même de l'imagerie, ça c'est très très fort et c'est en commun avec son copain Apollinaire. Pour rappel, dans le monde forain, c'est là que vient le cinéma, il arrive par là et il va, très beau musée des arts forains, vous donner l'occasion petit à petit d'entrer dans des musées. Le cirque Medrano qui plaira tant à ces artistes de cette époque. Et puis 1897, le Barnum qui va se développer énormément, qui va intégrer Buffalo Bill, toute l'imagerie que les États-Unis vont nous vendre après, de cow-boys, d'Indiens, de choses comme ça, jusqu'à, c'est passé le Coney Island de Lou Reed, voilà le grand fête foraine en dur qui reste, mais qui date de 1903, l'air de rien. Et qu'on retrouve dans les petites créations, le cirque de Calder, qui va, comme sculpteur, s'amuser à faire des petits bonhommes et les animer dans un merveilleux film. Il fait ça quand même entre 1926 et 1931. Donc c'est assez ancien, ça accompagne notre histoire, cette idée d'autres corps, autres formes. Jean Richard, pour tous ceux qui sont encore jeunes, 1957, c'est un artiste des médias qui s'associe à un parc qui s'associe à un savoir-faire pour faire circuler toutes ces images. Jusqu'au cirque Plume, on est dans le nouveau cirque des années 80, Plume c'est le cas de le dire, qui va jouer avec l'imagerie qu'on attend du cirque, mais qui va le décaler sans animaux, mais plutôt en jouant avec le monde des médias. Voilà un art du cirque qui accompagne tous les enjeux qu'on a vus parcourir et qui, dans son genre, je le mettais dans cette circulation des images, tout simplement parce que l'imagerie du cirque, c'est à la fois ringard en un sens et en même temps toujours moderne, toujours en train de se remettre en cause et de chercher dans le rapport au public direct, dans la vente au public des places et dans la façon de faire spectacle, en train de questionner ça. Donc la circulation des images, je vais revenir sur des choses que vous avez beaucoup vues et je vais non pas le redire, mais tracer d'autres lignes de circulation. J'ai parlé il y a très longtemps de ce Tristan Garcia qui dit que finalement l'obsession moderne, c'est la vie intense, cette circulation liée au monde capitaliste. On en parlera demain de cet espace public qui est très très politique. Finalement, l'intensité est devenue le principe de vie. Donc cette circulation des images, elle parle aussi de cette idée de circulation d'électricité, de faire passer, comme le disait Paul Valéry au début du XXe siècle, repris par Benjamin, comme un robinet qu'on ouvrirait, comme l'eau, comme le gaz, circuler des images, circuler, circuler, circuler. Donc voilà, Journal pour rire 1850, La Maison Quentin qui fera dès 1888 des images d'Épinal, on va dire ça comme ça, le petit journal illustré avec tout le fantastique exotique qui fera rêver tant de gamins. J'étais remonté en amont avec Hogarth en 1730 grâce à Thierry Smolderen qui disait que l'origine des images narratives en bande dessinée, c'est sans doute aussi l'art de conter de Hogarth, et puis ces images qui en séquence vont commencer à se monter, une petite grille, un clin d'œil hier. J'ai montré, c'est toujours un régal, les caricatures et les caricaturistes qui vont transformer la vie politique, se foutre de la gueule du monde, mais les rendre aussi célèbres. Voilà, retirer son chapeau aux bourgeois, le merveilleux. Voilà. Ce monsieur Courbet fait des figures beaucoup trop vulgaires et personne dans la nature est aussi laid que ça, c'est-à-dire tout le monde paye. Le cham qui montre la manette, la femme de l'ébéniste qui pue des pieds, voilà, tout à fait intelligent. Les chiens qui sautent sur les tableaux et puis Millet qui peint à la truelle, enfin à la fourche, au râteau. Les classiques contre les réalistes. Toute cette circulation, c'est l'image populaire qui regarde l'image savante, mais
En retour, on va avoir quelque chose qui influence. Voilà, ne soyez pas bourgeois, regardez au moins un Courbet quand même, faites quelque chose. Voilà. L'imagerie d'Épinal qui, elle, a l'air plutôt d'être dans des choses tout à fait hors du monde des images, mais cette circulation-là, on va la trouver tout le temps. Vous pouvez retourner l'image et chercher un petit lapin, des petites choses comme ça. J'avais montré que ce petit journal illustré sert d'exemple exactement à Denis Rousseau. Donc, cette circulation des images, elle n'est pas fantasmée, elle n'est pas beaucoup regardée dans les histoires de l'art, dans les monographies un petit peu, tout simplement parce que comme on séquence par chronologie, on a du mal à penser cette circulation. Je reparlerai d'Abby Warburg aussi, celui qui a cette idée-là. J'avais montré une chose merveilleuse que vous retrouverez sur des sites d'analyse de bande dessinée, c'est comment cette figure-là de Gustave Doré, du personnage qui fait tourner autour de sa tête le lion, petit à petit se retrouvera chez Robida, chez Astérix, chez Superman, voilà, au-dessus Doré et en dessous Superman des années 30. Donc, ce vocabulaire visuel qui se crée, attention, un petit quiz pendant que j'explique, l'image du bas, elle a été piquée par un célèbre dessinateur de BD, elle ne vient pas de lui quand même. Voilà comment cette circulation des images, vocabulaire visuel, peut être emprunté du savant au populaire, ça m'intéresse, mais comment finalement elle circule d'un point à l'autre. La réponse, c'était Milou qui se retrouve absorbé par le boa. Voilà, l'assiette au beurre, Benjamin Rabier, je vous ai peut-être dit que c'était un génie, c'était exactement le cas, puisque ces images-là, ce sont à la fois des illustrations populaires et des circulations d'images très très puissantes, puisqu'à l'intérieur même de l'image, il y a circulation. Voilà, jusqu'à fabriquer un Tintin avant Tintin, c'est quand même pas rien. Cette circulation-là, la voilà dans les années 1960 avec les créations de Liechtenstein qui va piquer une image de BD, une case pour la répéter. Mais je redisais que quand Liechtenstein est exposé, on oublie de citer l'original et d'où ça vient. En fait, on examine assez peu. C'est toujours l'art dominant qui l'emporte. Si vous avez l'occasion, découvrez ce que fait Hérault. Il y a eu une grande rétrospective à Lyon il y a peu de temps. J'ai montré aussi que Rimbaud, je l'ai déjà beaucoup dit, s'inspire des imagiers, que le mot illumination, c'est gravure coloriée, mais j'ai aussi pas beaucoup dit que le Rimbaud qui part au loin, dont on trouve quelques traces avec des images, c'est aussi une sorte de métaphore de l'artiste lointain qui va perdurer. Alors là, on en a pour longtemps, longtemps. On en retrouve à chaque fois. Il y a toujours une photo, c'est Rimbaud sans doute. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi a-t-il arrêté l'art? Pourquoi a-t-il tout laissé avec autant de talent? Et c'est vrai, pourquoi se faire arnaquer et finir par venir mourir à Marseille amputé? C'est quand même complètement fou de faire ça. J'ai aussi montré que chez Doré, que je viens de vous montrer, voilà, les récits étaient des vrais jeux de narration complexes dans la sainte histoire de la Russie, dont le fond de texte est un peu nationaliste, mais comment on a une création de pages qui va bien au-delà de l'illustration et voilà, il est en train d'effacer le croquis fâcheux où à l'intérieur de l'image est déjà en train d'évoluer de façon très très élaborée. Ce traitement des images, c'est pas seulement une circulation, c'est là où je veux aller plus loin, c'est une capacité par le spectateur que nous sommes à regarder la grande chaussure qui est là, qui est sur la gueule du monsieur en bas. On est capable de lire des images à plein de niveaux différents, de façon très très élaborée, et ça vient de la modernité. On est capable de voir dans Thomas Couture le professeur de Manet, encore au musée d'Orsay, ces Romains de la décadence qui sont un peu en toc. Chez Jérôme, de la même façon. Voilà, on peut le retrouver dans ses premiers péplums de l'histoire du cinéma, dont je vous rappelle que le geste de pouce vers le bas vient de la peinture de Jérôme. Elle est piquée par le cinéma et elle finit par devenir d'un autre imaginaire un geste qui était sans doute fait par les Romains. Ça donne l'occasion aussi de montrer des petites dames toutes nues et de montrer des Cléopâtres qui se baignent dans des bains de lait. Vous aurez l'occasion de regarder le Quo Vadis de 1912 qui est libre d'accès. Et si vous en avez envie, ce même Quo Vadis, en tout cas cette imagerie analysée par Roland Barthes dans ses mythologies, la frange comme signe de la romanité, lisez ça, c'est une merveille, très facile à lire, de Roland Barthes, mythologie. Voilà, les mythes par le cinéma, c'est pas rien, c'est ce qui fait que cette invention va fabriquer notre imaginaire encore aujourd'hui. Fantomas, les gladiateurs, je passe parce que Henri Langlois est en train de dire que l'art du cinéma, c'est de grouper beaucoup d'art en même temps, mais aussi en un clin d'œil du son, de l'image, du mouvement, de la mode.
des mises en scène, de l'urbanisme. Il y a tout dans le cinéma d'un seul coup, sans calculer, sans réaliser. La petite dame là, elle est en 1945, je suis encore dans ma période, elle s'appelle Marilyn, mais pas encore Monroe. Vous voyez à quel point l'imagerie circule encore aujourd'hui hein, dans notre esprit à un point invraisemblable. Ce que je disais qu'Anne Savelli s'intéressait à la façon dont Marilyn était elle-même auteur des photos. Je change la Tour Eiffel, la voilà, on est en 1912, comment elle se retrouve comme symbole de l'électricité, la vie intense dont parlait Garcia, et puis comment elle devient une espèce de silhouette simplifiée dans les débuts de l'abstraction de Delaunay, comment certaines silhouettes ont un peu maigri, mais comment elles sont perdurées par-delà les époques. On a 100 ans d'écart et elle est toujours là. Comment les créateurs de mode vont fabriquer eux-mêmes leur imagerie et s'appuyer sur des affichistes pour créer une image de marque. Tout ça, on est en 1920, c'est pensé dès le début. Rappelez-vous que Courbet avait fabriqué sa propre image et donc cette circulation d'images, comme dirait le créateur publicitaire, j'ai aussi fait une figure sur ça, c'est du moment qu'on parle de moi, même si c'est en mal, c'est pas très grave. Mais j'ai aussi montré que cette exposition noire américaine de 1900 était l'occasion de faire circuler des images qui ne circulent pas aussi. C'est-à-dire que le grand le photographe, la peinture, les séries d'images proposées disparaîtront et seront montrées au Quai Branly en France qu'il y a 5 ans et on les ignore toujours autant. Voilà. Il y a une circulation des images, mais finalement une circulation des images avec des médiums, avec des médias, avec des choses attendues. Tout ne circule pas tant que ça. Et mon clin d'œil de départ sur le cirque est aussi une façon de le questionner. Tout le monde aime ça, mais c'est quand même pour les enfants, un peu comme la BD. Ça va, ça vient, c'est reconnu par moment. On peut donner à Maus de Spiegelman la plus grande récompense littéraire parce que des petits chats et souris qui évoquent la Shoah, c'est quand même pas rien, mais on aurait du mal à mettre cette même récompense sur quelque chose qui est amusant. Et donc on traite un médium en tant qu'art parce qu'il passe encore par des cautions intellectuelles sérieuses. Voilà, il y a encore de l'invisibilité dans cette circulation des images. Et donc, cette figure moderne d'images qui vont dans un sens et dans un autre, elles vont plutôt dans un sens que dans un autre quand même. C'est-à-dire, l'imagerie populaire est piochée par l'art savant, mais avant que ça revienne dans l'autre sens, c'est quand même pas tout à fait tout de suite. Là, je voulais montrer que cette storytelling, j'en parlerai jeudi si vous venez m'écouter à 18h pour de la philo et en ligne après. On la retrouve dans cette idée inclassable de la ruche à Paris. Marie Vassiliev qui fonde une petite cantine voilà, où Picasso au début vient, voilà, dessiné par Marie Laurencin, Éric Satie, Braque, la closerie des Lilas, voilà, toute l'imagerie de Paris. C'est une imagerie aussi. Hein, et qu'est-ce qu'elle dit elle dit l'inverse de ce que dit l'art moderne de cette époque-là. En 1920, là, on va Modigliani, j'avance vite, hein, la ruche à Montparnasse. On a encore la rotonde et le dôme qui vivent bien, merci, la coupole. Le jockey a disparu, les grandes fêtes qui seront un fantasme des grandes fêtes des années 80 dans les boîtes à Paris, hein, à nouveau. Toujours cette idée de Paris. Paris est une fête. On nous a fait encore le coup au moment post-attentat, c'est-à-dire il faudrait montrer que la vie parisienne, c'est l'éclat, le sourire, les paillettes, mais ce que raconte en sous-texte cette histoire qu'accompagne les Arts déco, je l'ai dit, de Gabin, de Fréhel qui est sur sa gauche dans Cœur des Lilas en 1930, de Carole Lombard, de Loulou. Voilà, c'est cette imagerie qui fait un peu rêver. Elle est là pour faire oublier les problèmes entre deux guerres. Et ici, Mary Pickford, qui va devenir très très célèbre aux États-Unis, Mae West, voilà, et Suzy Solidor, qui devient un sujet de tableau de Lampica, Juan Gris, voilà. Toute cette imagerie, c'est aussi Zadkine, vous pouvez le voir défiler, Modigliani qui représente Juan Gris, Aragon qui était un Minet, comme dit la chanson merveilleuse de Nicolas Perrac, Elsa Triolet, Brassailles. Qu'est-ce que raconte Cocteau, Man Ray? Qu'est-ce que raconte cette école de Paris en fait? C'est une invention des historiens de l'art pour faire un récit. Diego Rivera, toujours par Modigliani, Soutine pour faire récit avec tous ces étrangers, Sandrars qui est suisse, Zrobowski qui va devenir collectionneur, tous ces étrangers qui viennent dans Paris. Paris serait une terre d'accueil, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Larionov, Chagall,
André Salmon, Goncharova, Pasquin, des gens tout à fait malsains, passionnants, qui ont une vie fabuleuse, Radiguet, Derain. Cette narration sur Paris est une fête est une façon d'inventer quelque chose, Roman Ray, et pour finir, les enfants de cœur et les garçons d'honneur de Soutine. C'est une façon de dire que Paris est encore au cœur de la modernité, alors qu'en fait, elle est déjà russe, elle est déjà communiste, elle est déjà partie aux États-Unis avec Duchamp qui n'est plus là à ce moment-là, qui fait autre chose. Le voilà, Duchamp, il est en train de jouer l'imagerie de l'artiste, il l'a bien questionné, il s'est déguisé en femme, il a inventé un personnage qui s'appelle Rose, c'est la vie, et il en a fait une petite eau de toilette, plutôt marrant. Et qu'est-ce que questionnent tous ces artistes dans cette circulation des images? Et c'est ça qui m'intéressait de montrer. Je disais Warburg, voilà comment les images peuvent circuler d'un point à un autre. Ben, dans la demi-minute qui me reste, dans cette circulation des images, il y a des gens qui y répondent de façon inverse. Et je voudrais juste vous faire regarder ça autrement. Man Ray, en cachant l'objet, ben, il nous questionne sur qu'est-ce que c'est que regarder. Duchamp, finalement, tout son travail était autour du regard. J'ai parlé de non-rétinien, objet transparent ou pas, voilà, truc à regarder qui n'a aucun intérêt à regarder, petite reproduction de ses propres images, voilà, jeu dans la boîte valise de 66, et puis même dans sa dernière œuvre, une porte, voilà, c'est ça qui est présenté, c'est une sorte d'installation, et quand on regarde par le trou de la serrure qui est là, hein, il y a des petits trous ici, on s'approche d'une vraie porte, il y a travaillé toute sa vie, il l'a cachée. Le titre ne nous aidera pas étant donné, un, le chute d'eau, deux, le gaz d'éclairage. On voit une dame avec le sexe bizarrement disposé, morte ou allongée, on ne sait pas. Qu'est-ce que je voulais vous faire regarder, c'est que dans cette avalanche d'images, l'idée de monochrome, ça peut être avec Alphonse Allais une blague, les cardinaux apoplectiques à la mer Rouge, les jeunes filles chlorotiques partant de neige. Mais chez Malevich, regardez autre chose que la nature, les Vénus, les Madones, voire des formes pures, et je dirais faire des images dans un monde d'images, c'est-à-dire dépasser l'image. Il y en a trop, il y en a partout. Et finalement, cette abstraction, et le monochrome est un bon exemple parce qu'on peut faire une histoire du monochrome et il est tout à fait passionnant à faire. Il y avait je voulais montrer des petits films encore monochromes des années 40 avec Norman McLaren qui va peindre directement sur le film. Dans Dots, faire des films, il peint. En fait, il ne filme pas avec une caméra, il peint directement sur la pellicule. Et c'est comme ça qu'il va raconter des tas de choses. Voilà. Finalement, le monochrome de Barnett Newman, le monochrome qu'on retrouve aux États-Unis dans les années 1950, tout juste à la frontière, il est une façon de questionner ce monde d'images. Et quand Rauschenberg fera à son tour des grandes images blanches, il aura avant acheté un dessin qu'on lui avait offert, et il l'aura gommé. Voilà, ce que le contemporain va faire qui répond à ce monde d'images, c'est gommer en fait. Arrêtez avec toute cette avalanche d'images. Si vous avez l'occasion, regardez ce livre de Denis Rioux, La peinture monochrome. C'est pas seulement une provocation humoristique ou d'artiste qui va trop loin. C'est une façon de questionner trop d'images. Et si on arrêtait un peu? Bonne question, à demain.